philosophie s'inscrit donc dans un ensemble plus vaste, celui des traditions de sagesse. Elle est l'une des voies qui doivent y conduire. En ce sens, elle ne se confond pas avec la sagesse. Elle est le moyen d'y accéder, et la sagesse est son but. Il y a donc, entre la philosophie et la sagesse, la même différence qu'entre le chemin et la destination. On dit que le mot philosophie fut précisément inventé par Pythagore pour marquer cette nuance. À un homme qui, étonné par l'ampleur de ses connaissances et de ses vertus, lui déclare qu'il est un grand sage, Pythagore répond que ce titre lui fait trop d'honneur. Il aspire à devenir un jour un sage, mais il ne l'est pas encore. La sagesse est l'état qu'il désire, non pas celui dans lequel il se trouve. Littéralement, juger que la sagesse est désirable, c'est être philosophe. Et la première chose qui caractérise la philosophie est la place qui occupe les problèmes. Sans problème, pas de philosophie. Pour le comprendre, partons du principe que notre existence nous confronte à toutes sortes d'interrogations. Certaines de ces interrogations sont simples, car très factuelles. On parle alors de questions. Comment vous appelez-vous en est un exemple, et il ne faut pas beaucoup de temps ni d'efforts pour être capable d'y apporter une réponse. On ne fait pas de philosophie pour si peu. Mais certaines autres interrogations sont plus complexes. Elles portent généralement sur le sens et la valeur des choses qui font partie de notre vie. On les appelle alors des problèmes, terme hérité d'un mot grec qui désigne un obstacle. À la différence d'une question qui trouve rapidement sa réponse, un problème nous confronte à un obstacle, et il est nécessaire de trouver la bonne procédure afin de surmonter cet obstacle et d'atteindre la solution. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en philosophie que l'on a affaire à des problèmes. Au cours de sa scolarité, un élève rencontre de nombreux problèmes, notamment en sciences. On peut même dire que les années d'études ont pour fonction d'apprendre à identifier et traiter des problèmes de diverses natures. En cours de mathématiques, par exemple, on découvre les différentes procédures adaptées à plusieurs sortes de problèmes, arithmétiques ou géométriques. Cela nous incite à formaliser la distinction suivante. Les problèmes scientifiques requièrent pour leur résolution des procédures qui relèvent du calcul ou de l'expérimentation. Ce sont ceux que l'on aborde avec la plus grande efficacité et ils procurent de ce fait une grande satisfaction. Mais toutes les interrogations complexes ne se résolvent pas avec des équations ou des manipulations en laboratoire. Que faire pour celles qui résistent à un tel traitement? Va-t-on les déclarer insolubles et s'en détourner? Ce n'est guère envisageable, car certains de ces problèmes concernent des aspects essentiels de notre existence, raison pour laquelle on les nommera problèmes existentiels. Les grandes décisions de notre vie entrent dans cette catégorie. Les relations amoureuses sont-elles le socle d'une vie heureuse? Est-il légitime de vouloir interrompre une grossesse non désirée? Compte tenu des imperfections qui le caractérisent, notre régime politique est-il vraiment une démocratie? Dans un contexte difficile, est-il judicieux d'avoir des enfants? Sur ces problèmes existentiels, les enjeux sont colossaux. Il importe donc de trouver une façon valable de les résoudre. C'est là que la philosophie intervient. De la même manière que les sciences ont déterminé des procédures de calcul ou des dispositifs expérimentaux pour résoudre les problèmes qui leur incombent, la philosophie s'est efforcée de trouver la méthode la plus efficace en vue de la résolution des problèmes existentiels. La tâche est ardue, puisque ces problèmes sont, par nature, ceux qui ne peuvent pas être scientifiquement traités. Et l'incapacité de la philosophie à en proposer une résolution définitive ne tient pas à son impuissance, mais à la délicatesse des sujets dont elle s'occupe. Elle n'est pas la seule à s'intéresser aux problèmes existentiels. Plusieurs disciplines et pans de nos cultures s'y essayent, à commencer par la religion. Les diverses croyances s'emparent elles aussi de ces difficultés et indiquent des solutions, offrant une issue à une large partie de la population. Mais celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde. Les prescriptions religieuses ne s'adressent qu'à celles et ceux qui ont la foi. Pour les autres,
Elles sont au mieux des œuvres monumentales de la culture de l'humanité, au pire des entreprises de manipulation et de mensonge. Cette condition que constitue la foi pour accéder aux solutions religieuses empêche un bon nombre de personnes d'y recourir. La philosophie, pour sa part, ne demande pas qu'on croie en elle. Elle compte uniquement sur la rationalité des gens qui la pratiquent. Tout le monde, à quelques rares exceptions près, est donc en mesure de philosopher. Faut-il en déduire que philosophie et religion sont en concurrence, et qu'il faudrait nécessairement abandonner l'une en choisissant l'autre? Il est souhaitable d'éclaircir le lien entre ces deux aspects de la culture. Il n'existe entre elles aucune incompatibilité. La preuve en est que, pendant une très grande partie de l'histoire de la philosophie, tous les philosophes adhéraient à des croyances religieuses. L'athéisme était très rare. On a donc des exemples de philosophes affiliés par ailleurs au judaïsme, au christianisme, à l'islam, etc. Ce n'est que récemment, à l'échelle des 25 siècles d'existence de la philosophie, que sont apparus des penseurs athées et même des pourfendeurs de la religion. Mais le fait qu'il existe une critique philosophique de la religion ne veut pas dire que la philosophie est intrinsèquement anti-religieuse. Outre la présence de problèmes, qui sont comme la matrice de la réflexion philosophique, signalons que deux autres outils sont indispensables à la pratique de la philosophie et contribuent, de ce fait, à définir son identité. Il s'agit des concepts et des arguments. Une partie non négligeable des problèmes que la philosophie prend en charge vient de malentendus causés par le flou dans lequel on laisse baigner certaines de nos idées. Quand elles sont vagues, de simples notions, elles se confondent les unes avec les autres et embrouillent la réflexion. Mais bien définies, portées à l'état de concepts soigneusement ciselés, ces idées permettent d'élucider les problèmes. Les arguments sont les arbitres de la réflexion philosophique. Association logique d'idées vraies conduisant nécessairement à une conclusion valable, ils constituent le terrain commun sur lequel des personnes différentes peuvent débattre, sans être renvoyées chacune à sa sensibilité. En résumé, la philosophie est la démarche rationnelle, fondée sur des concepts et des arguments, qui s'appliquent à identifier et résoudre des problèmes échappant par leur nature même au domaine de la science. Son objectif ultime est de conduire celui qui la pratique vers la sagesse.